Qui s'assemble finit par se ressembler. Rien de mieux pour reprendre le contrôle de sa vie et trouver son équilibre. Je suis Guy Berthold Tegueux, démerdard dans l'âme et cofondateur de Super Séducteur de Recruteurs, cabinet de conseil et coaching en stratégie efficace de recherche d'emploi sur mesure. Avec Débrouillard, je vous propose sous forme de discussion sans fil de rencontrer ensemble les entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont formellement faire détonner votre équilibre. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, si ce podcast est quelque chose qui vous plaît, alors je vous serais très reconnaissant d'en parler autour de vous rendre sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast de votre choix et me laisser une évaluation. C'est ce qui m'aide le plus. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec un invité spécial, un grand frère, je dirais, parce que c'est une promotion un peu plus élevée que moi. Lorsque moi, je pense, j'entrais au lycée, lui, il sortait. Il venait probablement d'avoir son baccalauréat, si je ne m'abuse. Les dénommés Franck Ghislain Onguéné, que je suis depuis des années, parce que je trouve déjà qu'il écrit très, très bien. Et c'est quelqu'un qui a plusieurs facettes. Je veux dire, il a touché un petit peu tout. Et il est animateur radio, animateur télé, enseignant même, tu me corriges. Ghislain, est-ce que tu peux te présenter? Ce serait plus simple. Comment toi, tu te présentes aux gens? Ok. Je suis Franck Ghislain Onguéné, je suis enseignant en marketing et en management international du sport. Donc, j'enseigne les étudiants du cycle master à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication estique, ici au Cameroun. Je suis producteur d'une émission qui s'appelle Sport Business Africa. C'est la première émission dans la francophonie traitant des questions de gouvernance et d'économie du sport. Également, je manage depuis 3 ans une agence de marketing et de management du sport qui s'appelle Omco Sport Entertainment. Et également, à mes heures perdues, je suis aussi directeur de publication d'un hebdomadaire qui s'appelle Cameroun Hebdo. C'est un hebdomadaire généraliste qui paraît en kiosque chaque jeudi matin. Donc, entre autres choses, voilà un peu. Et donc, justement, et consultant également pour beaucoup de médias africains, Vox Africa, Africa News, ici au Cameroun, Vision 4 et pas mal de médias en fait, notamment sur les questions de marketing et de gouvernance du sport. Ouais, effectivement, dans ta zone de prédilection, c'est beaucoup plus le sport, pas juste le sport en lui-même, beaucoup plus tout ce qui est la partie marketing du sport en fait. Comment est-ce que tu vas nous parler sûrement un petit peu de comment est-ce que ça se passe dans ton agence? Ça s'adresse juste au football ou on touche un petit peu de tout? Non, c'est tous les sports. D'ailleurs, demain mardi, je serai à Douala pour la présentation officielle du maillot de l'équipe nationale de rugby. Donc, c'est nous qui avons travaillé sur toute la stratégie marketing derrière. D'ailleurs, je serai le MC de la cérémonie. Donc oui, on est sur plusieurs sports. Le rugby, d'ailleurs, en décembre, on a un gros événement qu'on organise ici à Yaoundé qui est Yafé Sport Experience. Donc Yafé, c'est une foire qui est organisée chaque année au Cameroun. Ah ouais, Yafé, je me rappelle. Ouais. J'allais tous les ans à partir de mes peut-être 16 ans ou 17 ans. Ouais. Je me rappelle très bien. C'était l'événement où c'est l'équivalent de quoi ici? C'est l'équivalent de... J'avais envie de dire la Gay Pride, c'est vraiment, donc c'est plein, c'est saturé. Ouais, c'est saturé. C'est l'équivalent d'une fête foraine, en fait. Il y a fait ou d'un gros festival, et il n'y a pas moyen de marcher, quoi. C'est saturé, plein, il y a tout le monde derrière. 60 000 visiteurs jour. C'est 60 000 visiteurs jour. C'est un truc qui se tient sur 3 semaines, donc 60 000 visiteurs jour. Et donc, nous, on a décidé pour cette année, la grande innovation cette année sera donc d'y introduire des activités sportives. Ça n'a jamais été fait depuis 14 ans. Et donc, on aura un tournoi international de beach volley. Donc, on va transposer la plage sur Yafé, donc au Palais des Congrès. Vous allez mettre tout ça où avec tous les gens qui circulent partout là. Ça sera un petit peu chaud, non? Non, en fait, c'est que le lieu a changé. D'habitude, c'était au boulevard du 20 mai. Maintenant, c'est au Palais des Congrès. Et là-bas, tu as plus d'espace, tu as un théâtre de verdure. Et donc, on va exploiter ces espaces-là pour pouvoir faire cela. Donc, il y aura des activités de beach volley, de football freestyle,
de gaming, parce que vous savez, aujourd'hui, le e-sport est en train de devenir le sport du moment. Peut-être on en reparlera tout à l'heure. Il y aura également, il y aura également du foot billard. C'est une nouvelle discipline que nous amenons au Cameroun, le snookerball. Donc, c'est du billard, mais joué avec des balles de foot dans des conditions de football. C'est une sorte de billard géant qu'on joue avec des pieds. Et puis voilà, et puis il y aura également une course à pied en cross-country de 14 kilomètres qui sera également organisée pendant la période de Yafé. Donc, c'est pour vous dire que on n'est pas que dans le foot, voilà, on est assez diversifié et justement l'événement sera retransmis en direct sur la télévision nationale, mais également par des télévisions panafricaines comme Stade d'Afrique, qui est une télévision panafricaine basée en France. Donc il y a pas mal d'événements sportifs comme ça sur lesquels on travaille, les marathons, les trucs, mais ne nous mentons pas, au Cameroun et en Afrique spécifiquement, le cœur des métiers, c'est le football. D'ailleurs, ma formation, je l'ai reçue à la CAF, à la Confédération africaine de football au Caire en Égypte. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de foot quand même dans cela. Mais après, l'avantage aussi, et ça, c'est ce que j'ai dit souvent à mes étudiants, c'est que quand tu as maîtrisé déjà le process, c'est-à-dire que comment est-ce que ça fonctionne, au niveau du football, tu peux simplement adapter ça à tous les autres, à tous les autres sports, mais également à la culture, au spectacle culturel, les concerts de musique et tout. Quand tu sais comment on organise un match de football, tu sais comment on organise un concert de musique. Donc, du coup, c'est un peu parce que les process sont pratiquement les mêmes, les timings sont les mêmes, les intervenants, généralement, sont checkés de la même façon. Donc, du coup, c'est plus facile, quoi. Excellent. Ghislain, j'ai vraiment plein de questions à te poser. On va revenir sur tout ça. Et avant, pour peut-être permettre aux gens de comprendre d'où tout cela vient, cette motivation, cette hargne que tu as, peut-être serait intéressant de revenir en arrière pour voir un petit peu ton parcours et tout. Mais avant, j'ai encore envie de peut-être contextualiser les choses. Je te cache pas que ça fait très, très, très longtemps que moi, j'avais envie de t'inviter sur ce média. Déjà, je te dis merci parce que tu as bien voulu participer et donner un petit peu ton retour d'expérience de ces quelques années dans cet écosystème de marketing du sport. Ouais. Et pas que, parce qu'on va évoquer plein d'autres sujets. Et aussi, ce qui m'a poussé, comme je disais précédemment, c'est, c'était la semaine dernière, si je ne m'abuse, je ne sais plus exactement quel jour, je tombe sur un article que tu as rédigé. Je disais précédemment que tu écris très bien. Je pense que je vais mettre le lien de cet article dans la description de l'épisode pour que les gens aillent voir un petit peu. Tu écris très, très, très bien. C'est propre, c'est concis, c'est précis, ça ne se trahit pas. Merci beaucoup, François. À l'intérieur, tu traitais justement je ne sais pas si on va dire que c'est une polémique, parce que tout le monde le connaît, Samuel Eto'o, notre champion. Il a lancé une nouvelle plateforme qui s'appelle Beto. C'est une plateforme de paris sportifs en ligne. En ligne et physique aussi. Effectivement. Et peut-être pour que les gens comprennent, pour le Cameroun ou généralement un pays africain, c'est pas forcément où la majorité des personnes s'attendent à ce que quelqu'un de son aura, de son calibre investisse. Peut-être fait pour remonter ou pour soutenir peut-être son pays. Il s'attendait peut-être à quelque chose, je ne sais pas quel exemple je peux prendre. Construire des hôpitaux, il en a fait, quoi. Mais il s'attendait pas forcément à ça. Ils ont l'impression que c'est un petit peu comme si on venait, en fait, pour eux, c'est l'équivalent de peut-être des brasseries du Cameroun qui les gens sont en train de se saouler et il vient encore construire une autre usine de production d'alcool, tu vois, pour continuer davantage à enivrer les autres, tu vois. Et tu as fait une analyse tellement précise et j'ai beaucoup adoré cette analyse. Je ne sais pas si tu peux un petit peu nous résumer ça, nous dire un petit peu comment est-ce que tu vois les choses. Surtout que tu as précisé dès le départ parce que chez nous, si tu n'es pas vigilant, ça peut partir dans tous les sens que tu n'as aucun lien avec Samuel Eto'o, tu n'as aucun intérêt à faire tout ça. C'était vraiment une analyse analytique, j'ai envie de dire, de la situation afin de voir quels sont les vrais enjeux et qui déjà sont les acteurs de cette industrie dans lequel Samuel Eto'o s'est lancé. Alors, il faut dire, Guy Berthold, que le véritable, il est très important de comprendre que la véritable manne de financement du mouvement sportif aujourd'hui dans le monde réside essentiellement avec l'explosion du marché du jeu de hasard. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais
disons que si aujourd'hui au Cameroun, le sport ou le football, on est dans le cas Samuel Eto'o, pour qu'on se comprenne facilement, le football au Cameroun a du mal à décoller parce qu'en fait, il y a un petit verrou dans notre loi et qui est en fait un verrou un peu bizarre, qui est un verrou qui interdisait en fait aux entreprises de paris sportifs d'investir dans le football. Alors c'est un verrou en fait un peu bizarre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a été copié du modèle français. Parce que dans la loi française, il y avait également ce verrou-là. Mais les Français l'ont très vite compris et ils se sont dit qu'il serait vraiment mal réfléchi de ne pas permettre aux entreprises de paris sportifs de pouvoir investir dans le mouvement sportif. Donc, on a levé ce verrou-là en France et cela a été fait quand même par un gros travail de lobbying mené de ce côté-là par un monsieur qu'on appelle Jean-Michel Aulas, qui est le président de l'Olympique lyonnais. Il a beaucoup travaillé à cela. Et il a même forcé carrément la main du législateur. Parce qu'à un moment, il a voulu mettre Betclic sur le maillot de l'Olympique lyonnais. Ça fait beaucoup jaser en France. Mais finalement, il a réussi à le faire. Et aujourd'hui, il faut dire que le pari sportif est le premier pourvoyeur de fonds du développement du mouvement sportif. Et bien, par quoi? Par un mécanisme qu'on appelle les droits télé. Et les droits télé, en fait, sont beaucoup plus rachetés par les entreprises de paris sportifs parce que sur leurs applications, les entreprises de paris sportifs permettent aux parieurs de regarder le match en direct. C'est-à-dire que quand tu paries sur un match, tu regardes le match, ça te permet d'avoir une meilleure appréhension de la partie. Donc, aujourd'hui, c'est un peu cela. Je veux ajouter un petit truc rapide pour ça. Je suis pas un joueur, hein, mais j'ai quand même une idée de comment ça se passe. Pour aller plus loin que ça, pour certains paris, même parce qu'à l'intérieur, il y a plein d'options, tu peux décider pendant qu'un match se joue, de modifier même peut-être ta mise ou peut-être d'engager ton... Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant et très important peut-être de suivre le match en direct pendant voilà, que tu paries. Quoi. Ouais. C'est ce qu'on appelle... D'où l'enjeu, quoi. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la fan experience. C'est-à-dire que ça a amélioré le confort du client pendant qu'il consomme. Donc, en fait, c'est un peu cela. Donc, c'est exactement ça. Je suis en train de planter le décor global. C'est qui explique la raison pour laquelle le pari sportif a totalement explosé et a permis au sport d'être aujourd'hui ce qu'il est. Alors, pour revenir, de combien de milliards là? Là, on est encore dans le contexte purement mondial. Là, vraiment, on est en termes de centaines et de centaines de milliards de dollars. Maintenant, pour revenir dans le contexte camerounais, tu as donc un cabinet qui s'appelle Hannibal Consulting, qui est donc un cabinet d'études camerounaises qui a lancé une plateforme qu'on appelle Guanxi Invest, qui est donc la toute première plateforme africaine de crowdfunding. Ailleurs, on connaît Kickstarter, on connaît pas mal de plateformes, mais au Cameroun, on a également une plateforme qui s'appelle donc Guanxi Invest, qui est donc en fait cette plateforme-là qui permet aux jeunes porteurs de projets de venir présenter leur projet à une population, et si la population est intéressée, elle peut investir. Et donc, il y a donc des porteurs de projets qui ont voulu proposer des projets dans le domaine du pari sportif. Et qu'est-ce qui s'est fait? Eh bien, Hannibal Consulting a mené donc un travail d'études de marché. Alors, les résultats de cette étude de marché font état de près de 5 millions de parieurs recensés au Cameroun. Mais ça, quand tu vois 5 millions de parieurs, tu vois qu'on est à peine dans les zones urbaines. Mais si tu vas plus loin, si tu vas dans certaines zones un peu reculées où tu as des entreprises comme le PMC qui sont assez bien installées, ça peut même aller à plus de 5 millions. Alors, on parle de 500 francs de mise quotidienne. Ça veut dire que par jour, 5 millions de Camerounais. Ça, c'est en moyenne et par personne? Oui, c'est en moyenne et par personne. C'est-à-dire que une personne peut parier en moyenne 500 francs par jour. Et moi, je pense que, à mon sens, je pense même déjà que 500 francs, c'est assez dérisoire parce que tu as des gens qui font des paris de 10 000, 15 000 par jour. Et sachant que les entreprises de paris, tu ne peux pas parier moins de 300 francs par jour. Donc, ce qui fait en sorte que techniquement parlant, 500 francs, à mon sens, c'est même déjà dérisoire. Mais on est sur 500 francs. Donc, quand tu multiplies 500 francs par 5 millions, tu obtiens un chiffre qui n'est pas loin, qui est quand même assez colossal. Maintenant, si tu le multiplies par 365 jours, tu obtiens un chiffre oscillant entre 900 millions et 1000 milliards de francs CFA. Guy Berthold. 1000 milliards de francs CFA, c'est le quart du budget du Cameroun, parce qu'il faut dire que le budget du Cameroun cherche dans les 4 000 milliards de francs CFA, le budget de l'État. Donc, c'est incroyable tout ça, franchement. Voilà. Ouais. Donc, tu as donc des gens qui réussissent chaque année depuis 1994 au Cameroun à te produire des chiffres qui oscillent
autour de 1000 milliards de francs. Et donc, quand tu prends dans ce chiffre-là, tu te rends compte que, mais la question que tout le monde se pose, c'est de se dire, mais oui, Hannibal Consulting, ils ont raison, d'accord, mais où va cet argent? Et là, quand tu cherches, bah, l'argent, il va soit en France, pour le cas du PMUC, soit en Russie, pour le cas de 1xBet, soit en Grande-Bretagne, pour le cas de Première Bet, ou alors au Liban et dans pas mal de pays comme ça. Ça, c'est pour les gros acteurs, quoi, les quatre gros acteurs vraiment qui se partagent. Voilà, le top, même dans le top 5 est essentiellement de l'étranger. Mais cela ne veut pas dire, Guy Berthold, et ça, justement, c'était la confusion à ne pas faire dans mon analyse, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas au Cameroun des entreprises de paris sportifs. Tu as, par exemple, BetMomo, qui est une entreprise plus ou moins qui est la plus connue, l'entreprise camerounaise la plus connue, mais on n'est même pas sûr que tous les capitaux sont 100% du Cameroun. Du Cameroun, ouais. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, tu comprends il y a une urgence au Cameroun de pouvoir avoir des entreprises de paris sportifs 100% camerounaises. Et l'avantage que Samuel Eto'o a, déjà, c'est la petite précision au vu des recherches que j'ai pu faire, c'est que l'entreprise n'appartient pas à Samuel Eto'o. C'est une entreprise qui appartient à des jeunes Camerounais, mais qui ont décidé mais Samuel Eto'o est ce qu'on appelle un business angel. Un business angel, c'est une personne qui met un peu de sous dans ton entreprise, qui a beaucoup d'argent. Il arrive dès le départ, voilà, il met ce qu'on appelle généralement du love money. Exact, c'est du love money, voilà. Et lui, il met également du cœur. C'est même d'ailleurs pour ça qu'on utilise l'expression love money. C'est pour ça et un business angel, il met de l'argent, mais il met également du cœur. Et donc, Samuel Eto'o a décidé entre guillemets, de faire don de son corps à la science, s'il faut dire ça comme ça, à la science économique, pour justement permettre l'éclosion de cette entreprise-là. Et l'avantage qu'a un Samuel Eto'o, c'est que même si tu paries pas au Cameroun parce que tu détestes Samuel Eto'o, en Côte d'Ivoire, tu as pratiquement toute la population qui est fan de Samuel Eto'o, au Congo, en Angola. Je vais d'ailleurs te faire une petite confession. Quand moi j'étais en Égypte, je pense que mon séjour a été largement facilité grâce au nom de Samuel Eto'o. Je disais aux gens, je suis le petit frère de Samuel Eto'o. C'est incroyable. Je disais aux gens, je suis le petit frère de Samuel Eto'o, et on me traitait comme un roi. Et Tom, tu sais, c'est tellement drôle, moi qui vis ici en Allemagne, lorsque je rencontre quelqu'un qui me dit mais d'où tu viens, lorsque je dis du Cameroun, le premier truc qui ressort, Samuel Eto'o, tu vois, ça n'a l'air de rien pour quelqu'un qui est au Cameroun, mais c'est tellement vrai, le niveau de popularité, c'est incroyable. Ils savent pas. Tu dis Cameroun, il dit Samuel Eto'o, tu vois un petit peu le parallèle, le niveau d'influence. Et tu vois, dans les pays comme des pays maghrébins, il y a beaucoup de racisme anti-noir. C'est des racistes, tu peux pas comprendre. Mais le Cameroun est le seul pays qui ne souffre pas de racisme. On dit pas qu'ils sont tous racistes. Ouais, non, ils sont pas tous. Ça existe. Bon, c'est vrai, les gens appellent ça raciste. Moi, je dirais plus c'est du nationalisme. En Égypte, c'est beaucoup plus du nationalisme. Ils aiment tellement le pays que voilà, ils pensent que les autres viendraient peut-être leur voler leur richesse et tout. Mais donc, maintenant, pour revenir sur le cas Samuel Eto'o, en fait, en Égypte, tu vois, il n'y a pas ces problèmes. Les Camerounais n'ont pas ces problèmes parce que les Égyptiens adorent Samuel Eto'o. Au même titre que Mohamed Salah ou que d'autres, ou que Didier Drogba, par exemple. Donc, en fait, c'est un peu cela. Donc, pour revenir sur le cas Samuel Eto'o, il décide donc de faire don de son corps à la science économique et de porter donc ce projet-là. Et moi, je pense que cela va avoir deux impacts majeurs. Le premier impact majeur, c'est que tu as d'abord le financement des activités sportives, parce que avec une entreprise de paris sportifs qui est clos, c'est facile de financer les activités culturelles, sociales et sportives au Cameroun, parce que justement, tu te fais de l'argent grâce à cette activité-là. La deuxième chose, c'est que en fait, au-delà de tout, c'est que tu as donc les capitaux qui restent au Cameroun. Ça y est, tu payes des impôts au Cameroun, d'accord, mais la plupart des investissements se font au Cameroun. Si tu veux ouvrir une nouvelle agence, si tu veux, je sais pas, ouvrir un stade de football, si tu veux machin chouette, tout ce que tu fais comme investissement, même si tu veux construire une maison, tu le fais au Cameroun. Et ça permet à l'économie du Cameroun de tourner. Imagine que sur les 1000 milliards de francs CFA que se font les entreprises, un jour, Samuel Eto'o réussit à booster son entreprise et elle devient une grosse firme et tout. Une licorne. Voilà, une licorne. Et réussit, par exemple, à piocher 500 millions de francs CFA de 500 milliards de francs CFA dans le marché, 500 milliards qui vont tourner au Cameroun. Ça évite la fuite des devises, ça permet véritablement au Cameroun de pouvoir se développer et tout. Et donc, moi, je pense que il faut ce type d'entreprise-là. Et dans mon analyse, comme tu l'as dit, je fais un parallèle également, je transpose rapidement avec d'autres entreprises. Tu sais, au Cameroun, Frangin,
Tu as des entreprises comme Express Union, tu vois, qui étaient déjà en train de devenir de véritables icônes en Afrique francophone. Et ces entreprises ont été tuées par des Camerounais. Parce que tu vois, des Camerounais qui n'aiment pas, enfin, c'est choquant de le dire ainsi, tu vois, dans un podcast, mais tu ne sais pas pourquoi les Camerounais n'aiment pas que d'autres Camerounais réussissent, mais c'est comme ça, en fait. Ils n'aiment pas, en fait. Et quand un Camerounais échoue. C'est ce que tu appelles souvent la nécessité Ouais. de nationaliser, en fait, les entreprises de chez, enfin, De du chez nous, Cameroun, quoi. ouais, c'est clair. Il faudrait que. Ouais. Justement, je suis en train de. En fait, que les gens, juste par un petit geste qu'ils vont faire, ça Ouais, c'est du aura un Made in impact, Cameroun, en fait, c'est de façon soutenir le globale. Made in Cameroun. C'est vrai que le gros problème qu'on a généralement avec le Made in Cameroun, c'est qu'il n'y a pas un véritable rapport qualité-prix. Tu vois, c'est ça le véritable problème, c'est que tu n'as pas, au niveau, la qualité n'est pas souvent au top. Mais je me dis, si chacun met du sien, si chacun participe à son niveau, bah, la qualité viendra tôt ou tard. Maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est que, effectivement, il faut le faire d'une manière comme d'une autre. Donc, en gros, voilà un peu le truc. Et quand je parle donc d'Express Union, je veux dire, si cette entreprise était soutenue, tu vois, aujourd'hui, ce qui fait la force des entreprises dans le monde, c'est que ces entreprises sont portées par le gouvernement. Quand tu vois, on te dit Macron est allé en Inde, il est parti signer un contrat d'armement. Tu sais que le gouvernement français ne fabrique pas les armes. Qui fabrique les armes? C'est une entreprise privée qui s'appelle Dassault. Quand on te dit que le président Macron est allé signer des contrats d'avion, le gouvernement ne fabrique pas les avions, frère. Ce qui fabrique les avions, c'est Airbus. Donc, c'est pareil. Il faudrait qu'aujourd'hui, le gouvernement porte le projet entrepreneurial. C'est-à-dire que nous, et quand je dis le gouvernement, c'est l'État de manière globale. Et nous sommes l'État. Et tout Camerounais doit se considérer comme étant l'État. Et tout Camerounais doit porter le projet entrepreneurial du Cameroun. C'est-à-dire que si on dit, on est Express Union, on veut conquérir l'Afrique, il faudrait qu'on porte le projet. Tu vas voir la plupart des Américains qui sont au Cameroun, ils ne consomment que américain. C'est-à-dire que si tu veux qu'ils consomment ta chose, il faut que ce soit du Made in America. Pareil, si on dit, OK, je suis Express Union, je suis en Allemagne, si je veux faire un transfert d'argent, j'aime bien MoneyGram, j'aime bien Western Union, mais attends, je fais Express Union parce que je sais que c'est d'abord du Made in Cameroun. Tu vois, c'est ce genre de choses-là, c'est vers ce genre de process-là qu'on doit pouvoir aller, quoi. Donc, moi, je pense que si on va dans cette logique-là, que ce soit pour le cas de Samuel Eto'o, qui était juste un cas patent, que ce soit le cas de Samuel Eto'o, que ce soit Kadji, que ce soit, je sais pas moi, Express Union, que ce soit, bref, toutes les entreprises camerounaises, on doit les porter. Et quand je dis l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'État, c'est nous. L'État, c'est tous les Camerounais qui se reconnaissent justement comme faisant partie de ce pays-là. Donc oui, je pense que nous devons porter justement nos projets pour que nous puissions justement mieux se repositionner du point de vue géostratégique. Tu sais, aujourd'hui, le Cameroun est très bien placé pour être le pilier du développement économique en Afrique francophone. Parce que nous disposons aujourd'hui des ressources que très peu de pays disposent. Le simple fait d'avoir une ville comme Kribi, qui est aujourd'hui le point névralgique de tout ce qui va se faire, le port en eau profonde de Kribi est amené à être l'un des ports les plus puissants d'Afrique. Alors, nous devons pouvoir profiter des éléments comme cela pour porter l'industrialisation du Cameroun et positionner notre pays comme l'un des leaders. Si on n'a pas une économie conquérante, on ne pourra pas véritablement se développer et atteindre l'émergence de 2035 évoquée par le président tout le temps. Donc moi, je pense qu'on doit pouvoir justement aller dans ce sens-là, soutenir ce qui est fait au Cameroun, même si ce n'est pas encore du top en termes de qualité, mais soutenir au maximum et se dire qu'un jour, ça va le faire, quoi. Est-ce que j'aimerais aussi un petit peu t'entendre sur la partie éthique avant qu'on ne revienne sur ton parcours dans le cas précis de ce nouveau truc, de cette nouvelle plateforme de Beto. Et tu t'interroges même justement dans ton article à travers Beto, Samuel Eto'o ne favorise-t-il pas la dépravation des mœurs, même si tu as déjà un petit peu commencé à répondre à cette question-là. Et pour toi, comment tu vois ça? Je sais que toi, tu n'es pas un parieur, c'est pas forcément personnellement quelque chose qui t'intéresse. Ouais, je parie pas, malheureusement, mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, et d'ailleurs, dans l'article, je le dis, Samuel Eto'o, il n'a pas créé le pari sportif. Avant de commencer notre entretien, j'ai pris le volet mondial. Aujourd'hui, du point de vue global, le pari sportif, c'est une grosse machine économique à travers le monde.
c'est même l'un des principaux pourvoyeurs parce que tu sais, le marché du sport dans le monde aujourd'hui va chercher dans les 4% du PIB mondial. Et quand je dis 4%, c'est que le pari sportif apporte minimum 1 à 1,5% de cette manne-là. Donc, je pense qu'à un certain moment, ce n'est pas Samuel Eto'o qui crée le pari sportif. Le pari sportif est là. Et au Cameroun, il est bien installé depuis des années. On a eu la loterie nationale, malheureusement, elle n'a pas perduré. On a eu pas mal d'entreprises qui n'ont pas perduré. Si on continue, si on ne fait rien, ces entreprises-là vont nous damer le pion. Moi, je suis même de ceux qui pensent qu'ils pourraient avoir une idée un peu farfelue de se dire, OK, soutenons Samuel Eto'o, on réussit à gagner le marché du pari sportif et on transforme le pari sportif en quelque chose de plus positif. Je ne sais pas si tu vois un peu, mais quoi qu'il arrive, on aura réussi déjà à redynamiser notre marché, à gagner notre marché et à faire en sorte, entre guillemets, à pousser légèrement à la porte les entreprises qui viennent d'ailleurs. Clairement. Si on réussit à tu as même fait un très joli parallèle avec les brasseries et Kadi et tout. J'ai beaucoup apprécié aussi. Voilà, et les gens te disent, ouais, Kadi, il prône pour ceux qui ne la savent pas, dépravation Kadi, des en mœurs. fait, c'est un fabricant de bière, mais d'origine, enfin, il est camerounais. Il était le feu Kadi, il est décédé aujourd'hui. Et les gens ont toujours eu cette manie-là, je ne sais pas trop, du genre, nous, on préfère aller consommer plutôt les brasseries du Cameroun qui, enfin, sur le papier, c'est écrit brasserie du Cameroun, mais je pense que l'État n'est qu'en partie personnel, à partie actionnaire de cette entreprise-là. On ne possède pas tous les droits dessus, en fait. Je pense qu'on n'a même pas la majorité. Ouais, c'est une entreprise française. Ouais, en grande partie détenue par le groupe mondial Castel. Donc, en gros, c'est un peu ça. Donc, du coup, c'est un peu ça. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que on peut aller sur un modèle de se dire, autant mieux conquérir déjà notre marché, et puis maintenant, voir dans quelle mesure la saigner. Yes. Je me dis, imaginez un seul instant que les 5 millions de personnes que nous venions d'évoquer, Guy Bertol, imagine un seul instant, Frangin, qu'il décide, OK, nous, on va que parier sur Beto pendant un an. Ça fait 1000 milliards que nous allons réussir à dégager. Et avec ces 1000 milliards, tu te dis, OK, tiens, les autres entreprises, forcément, elles ferment parce qu'elles font pas du chiffre. Ça permet déjà de libérer le marché, puisque les entreprises locales, les entreprises internationales, elles vont devoir se casser, même si je sais qu'elles vont devoir recapitaliser et tout, ce sera pas évident et tout. Mais tu as une entreprise, clairement, qui se dit, OK, voilà, une entreprise camerounaise qui est là. Et maintenant, une fois qu'on a regagné le marché, les entreprises sont parties, on peut maintenant se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va transformer le pari sportif en quelque chose de plus sain. Ou alors réinvestir ces 1000 milliards dans quelque chose de plus sain. Même dans d'autres écosystèmes, dans d'autres activités, ça peut être des clubs, peut-être financer des clubs, sponsoriser. Exactement, financer des clubs de football, financer les organisations sportives, machin. Et là, tu vois que progressivement, tu as quelque chose de plus cohérent. Moi, je pense que cette démarche serait beaucoup plus salutaire que toute autre chose. Donc, à la fin, tu as quand même évoqué, pour clôturer ce sujet, tu as quand même évoqué un petit bémol concernant le danger auquel, pas juste Beto, mais d'autres plateformes qui voudraient ou qui sont lancées dans ce business-là, qui est je sais pas si on peut parler de trucage ou Oui, il y a beaucoup de trucage. En fait, sauf que, tu vois, les entreprises étrangères qui sont installées au Cameroun ne le ressentent pas. Parce qu'elles ont elles ont une assiette financière qui leur permet de pouvoir faire face à certaines fraudes. Parce que au Cameroun, rapidement, j'évoque ce qui se passe. Au Cameroun, tu as des clubs de la ville de Douala qui en fait ont décidé de créer une sorte de conglomérat et de truquer en fait leurs matchs. Certains clubs en fait décident de perdre leurs propres matchs. Ce sont beaucoup plus les présidents de clubs qui le font. Ils demandent à leurs joueurs de perdre des matchs. Et ils parient contre leur propre club. Ils vont à parier, on parle d'une affaire de beaucoup de millions, Guy Bertol, beaucoup de dizaines de millions de francs CFA. Ils parient contre leur propre équipe. Et il y a même, lorsque des joueurs ne veulent pas perdre ne veulent pas jouer contre leurs propres équipes, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur donnent des laxatifs, des drogues. Non. C'est-à-dire que dans la boîte, oui, bien sûr, je te promets, Frangin, dans la boisson des joueurs, dans l'eau des joueurs, on verse des drogues et les joueurs, parfois, il y a des joueurs qui disent qu'ils ne s'en rendent pas compte. Au stade, tu as un mauvais rendement, tu ne sais pas pourquoi, mais simplement parce que tu as été drogué par le club, par le président du club. Il y a des faits concrets qui ont été détectés.
Il y a des faits concrets. C'est une enquête qui a été révélée par France Football et la radio Sky One Radio. Et il y a des joueurs qui ont témoigné carrément sous anonymat qui disent ils ont bu de l'eau et cette eau était droguée en fait. Et les présidents, et ce qui est choquant en fait, Guy Berthold, c'est qu'une fois que le président empoche de l'argent, il ne redonne même pas aux joueurs, frère. Ils n'ont même pas de salaire. Ils ne payent même pas les primes des joueurs. D'ailleurs, les joueurs ont dû faire appel au syndicat des footballeurs qui a porté plainte auprès de la FIFA. Donc, tu vois, comment est-ce que des gens peuvent être aussi méchants d'avoir de l'argent, de pouvoir gagner de l'argent sur le dos des joueurs et de ne même pas leur reverser un tout petit peu. Donc, il y a cela. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils le font. Tu as des clubs qui jouaient la Champions League africaine. Carrément la Champions League africaine en début d'année. Et en fin d'année, ils se retrouvent en deuxième division parce qu'ils ont passé le temps à perdre des matchs volontairement. Et à un moment, pour revenir, ce n'est plus facile parce que il faut bien à un certain moment qu'il y ait un certain équilibre. Et c'est d'ailleurs ce qui crée le véritable désordre qui est aujourd'hui dans le football camerounais. C'est que la plupart des clubs aujourd'hui sont relégués en deuxième division et ils ne veulent pas jouer en deuxième division parce qu'ils ont passé le temps à vendre des matchs et ils ne veulent pas jouer en deuxième division. Ils n'avaient pas pris conscience des conséquences de cela. Donc, en gros, si Samuel Eto'o décide de se lancer dans les paris sportifs du championnat camerounais, ce sera compliqué. Tu sais, le footballeur au Cameroun n'a pas de salaire. Donc toi, tu préconises en fait qu'il parie en fait juste sur les matchs à l'extérieur, quoi. Enfin, pour commencer. Sur les matchs peut-être extérieurs. Plus tard, quand les choses. Pour commencer, oui. Les matchs de Champions League, les matchs de la Liga, de la Premier League, je sais pas moi, des championnats où quand même c'est assez contrôlé. Ouais. Tu vois, où c'est assez policé, où on a déjà eu à lutter contre cela parce que nous, c'est pas le Cameroun qui crée la fraude sur les paris sportifs. En Italie, on a eu d'ailleurs Juventus de Turin avait été relégué en deuxième division à cause d'une affaire de paris sportifs truqués. C'est partout dans le monde, en Turquie, on a vu ça, donc c'est pas le Cameroun qui crée ça. Mais ailleurs, ils ont mis sur pied les mécanismes pour que ça n'arrive plus jamais. Or, chez nous, au Cameroun, ce n'est pas encore le cas. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui pour Samuel Eto'o, c'est d'éviter d'abord pour l'instant de parier sur des matchs camerounais, le temps qu'on puisse mettre sur pied un véritable mécanisme qui permet de sécuriser les paris. Et à partir de ce moment-là, ça peut le faire. Un footballeur au Cameroun n'a pas de salaire. Si tu dis à un footballeur, OK, frère, si tu es un gardien de but, je te donne 500 000, tu m'encaisses 3 buts, il va le faire parce qu'il n'a pas de salaire. Donc, en gros, c'est un peu ça le truc, quoi. Merde, c'est quand même, ça fait peur tout ça, en vrai. Ouais, c'est la réalité, en fait. C'est la réalité au Cameroun aujourd'hui. Ah, excellent. On est entré direct vif dans le sujet, mais revenons un petit peu en arrière, comme je disais tantôt, Franck, il faut qu'on sache un petit peu d'où. Déjà, t'es originaire d'où? De Yaoundé, de la capitale ou? Ouais, je suis originaire de la capitale. Enfin, je suis à quoi, disons, peut-être moins de 10 kilomètres de la capitale quand même. C'est un petit village qu'on appelle le Boudi. C'est juste après un quartier qu'on appelle Kolbison. Kolbison, je connais. Là où il y a les trucs des prêtres. Voilà, donc. C'est ça? Donc voilà, le séminaire chapitre. Ouais, c'est là. Voilà, tout à fait. Donc moi, je suis juste après Kolbison. Donc je suis pas loin de la capitale, quoi. Donc, tu fais tes études. Moi, c'est au lycée que j'entends parler de toi pour la première fois, au lycée bilingue de Yaoundé notamment, à Essos. Sinon, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avant? Tu grandis là-bas dans ton petit village ou direct t'es... Non, je suis né à Yaoundé. Enfin, quand je dis originaire, c'est le village de mes parents. Ouais, c'est le village de mes parents. Mais moi, je suis né à Yaoundé. J'ai grandi à Yaoundé. J'ai mon école primaire, j'ai un peu été un globe-trotteur parce que j'ai fait, je crois, 6 écoles primaires. 6 écoles primaires? C'est quoi, les parents déménageaient tout le temps, quoi? Que tu comprennes que non, j'ai fait 7 écoles primaires parce qu'il y a une année où j'ai fait 2 ans. Pendant la même année, j'ai dû par exemple, la classe du cours élémentaire 2, j'ai commencé dans une école et j'ai terminé dans une autre. Wow. Donc, parce que mes parents bougeaient énormément. Et du coup, il fallait toujours se déplacer, changer d'école primaire et tout. Et après aussi, il y a une catastrophe qui m'est arrivée au cours élémentaire 2, donc ce qui fait en sorte que on a été victime d'un incendie et tout. Il fallait se reconstruire dans un autre quartier et tout. Donc, bref, j'ai fait 6 ans, et j'ai eu mon CEP dans une école privée parce que j'avais passé le temps à faire l'école publique. J'ai plus l'école publique, mais j'ai eu mon CEP dans une école privée qui s'appelait groupe scolaire Mouroulou, c'est pas loin du quartier Éleveur. Donc après ça, directement j'ai fait le concours d'entrée au lycée.
direct, je suis entré au lycée, j'ai fait 7 ans au lycée. Au Je lycée n'ai plus bilingue, hein, changé. tu Donc, as fait direct quoi, de la sixième jusqu'à ton ouais, au baccalauréat. lycée bilingue, ouais. Même et bon, en terminale, je fais terminale A4 espagnol. Et je sors d'ailleurs de terminale avec une mention bien. Waouh. Euh, D'ailleurs, c'est quelque chose qui n'a pas, ouais, c'est quelque chose qui n'a pas été réalisé depuis 2010. Donc, jusqu'aujourd'hui, en première A4, terminale, ouais, dans la filière A4 espagnol, jamais quelqu'un n'a eu une mention bien. Mais en fait, le truc avec la mention bien chez les littéraires, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que c'est un peu Ouais. rare. Parce qu'en fait, Et aussi, ça dépend nos parfois matières de sont la très sensibilité de celui qui te lit, parfois. Bon, ouais, il doit tout avoir à du fait, bon sens. voilà. C'est Donc, pas, ça veut pas dire que tu vas non plus écrire de la merde. Tu vas t'attendre à ce que. Il y a un ouais, ouais, c'est minimum vrai, c'est déjà, mais vrai. maintenant, pour dépasser un certain seuil, déjà le assez bien, Ouais, où ouais, c'est là vraiment, il faut que tu aies percuté, que tu aies touché la personne, notamment sur vos matières de prédilection comme la c'est vrai, c'est philosophie vrai, c'est ou vrai. Oh, tu as ouais. ouais. Les langues, la littérature, c'est l'espagnol, tu vois, c'est des matières totalement aléatoires. Or, les scientifiques, ils ont beaucoup plus de chance, frère, tu vois, les maths, c'est 1 + 1 = 2. Tu peux pas changer ça, même si tu vas sur la Lune, 1 + 1 = 2. Or, chez nous, il y a la philosophie. Et donc, du coup, très peu de personnes et au bac, moi, j'ai eu 14-21, je regardais mon relevé, j'arrivais pas à croire. Sur Déjà, 20, ouais. comment je suis allé au niveau ouais, on m'a dit, ouais, tu as eu la mention bien. Je dis non, c'est impossible. Déjà que je t'avoue, j'étais pas en classe, j'étais pas nul, tu vois, mais j'étais pas le plus stratosphérique de l'école, tu vois. Donc, Ouais. je faisais souvent troisième de la classe, quatrième, cinquième, mais de là à être premier du centre, à battre un record qui n'avait jamais été battu avant, pour moi, c'était un truc quand même de malade. Et j'avoue quand même que c'est aussi parce que c'est un peu les matières scientifiques. En maths, j'étais très bon. Ça veut dire que bien que j'étais littéraire, en maths au bac, j'ai eu 17. J'étais Waouh. très, très calé en maths. Ouais, et j'étais aussi très calé quand même dans les langues, notamment en anglais, en espagnol. D'ailleurs, je parle couramment espagnol, je parle couramment anglais jusqu'aujourd'hui, 9 ans après avoir quitté le lycée. Donc, ouais, je pense que c'est ce qui a beaucoup joué, quoi. Bon, donc après le lycée, je vais à l'ESTIC, je vais faire le concours de l'école supérieure. Déjà, j'ai des bourses, on me propose de bourses d'études à l'étranger. Moi, Ah, t'as des je suis pas propositions trop comme partant pour ça l'idée. directement après ton baccalauréat de... Énorme. Ouais, ouais, parce qu'avec le bac, j'ai une mention bien et donc du coup, le ministère des enseignements supérieurs me propose d'aller continuer dans des pays comme l'Angleterre, le Canada. Tu as même des pays comme le Liban, la Géorgie, des pays. Et puis moi, je dois faire un choix. Et puis moi, je veux faire le journalisme à la base. Je veux faire le journalisme, donc du coup, je me dis que ça ne sert à rien d'aller au Liban ou je sais pas en Angleterre étudier le journalisme, alors il y a des grandes écoles de journalisme au Cameroun. Donc c'est comme ça que j'ai fait le concours de l'ESTIC, l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la C'est quelque chose que tu communication. as toujours voulu faire, le journalisme, ou bon, c'est... Ouais, depuis le lycée, ouais, Parce depuis que le c'est lycée. vrai quand même, depuis, on voyait ton engagement déjà dès le lycée, quand même, tu prenais déjà Ouais. position. Quand on était là, on était toujours en train de chercher, c'est où la prochaine fête, on va aller boire, où là, on va s'amuser. Toi, t'étais toujours carré Ouais, sérieux, ouais. c'était quand même... Ouais, ouais, ouais. J'étais déjà président du club communication, responsable de la communication de la coopérative du lycée. Donc, il y avait déjà cette prédisposition-là. Mais bizarrement, à l'ESTIC, je fais plus journalisme. À la dernière minute, je change de filière et je décide de faire plutôt communication des organisations. Donc, je fais Déjà, trois c'est ans quoi? Moi, je de sais pas ce que communication. c'est, communication des organisations. C'est quoi? communication, communication des organisations, en fait, c'est ce en anglais, on parle de corporate communication, c'est-à-dire c'est l'ensemble des stratégies justement mises sur pied par une entreprise pour se faire connaître, pour se faire aimer et surtout pour augmenter son chiffre d'affaires vis-à-vis de ses clients, en fait, vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses consommateurs. C'est-à-dire que c'est un peu l'idée, en fait, ici, c'est de savoir comment est-ce qu'une entreprise communique. C'est-à-dire que généralement, quand on dit tel est porte-parole ou tel est responsable des relations publiques, c'est un peu ça. C'est tout ce qui englobe un peu la communication des organisations. Donc, en gros, c'est un peu ça. Donc, je fais 3 ans à l'ESTIC en communication des organisations. Et après mes 3 ans, j'ai une licence. Je deviens professionnel en communication des organisations, en communication des entreprises. On me recrute dans une entreprise qui s'appelle ACMS, qui est une entreprise qui est spécialisée dans Association camerounaise pour le marketing social. Donc, ils sont un peu beaucoup plus dans la communication sociale, le marketing social.
Et ils sont eux qui fabriquent les préservatifs. Les préservatifs, ils ont un journal qui s'appelle 100% Jeune. Ah Je sais pas ouais, si tu l'as lu au 100% jeune. lycée. Bon, là, tu es en train de me faire retourner 10 ans en arrière, là, franchement. Ouais, 100% 100% Jeune. jeune. Ouais, et donc, l'entreprise me recrute et je suis responsable de la communication auprès de Est-ce que l'entreprise. ça existe Faut dire toujours? quand même que Ça c'est une existe toujours, 100% jeune? Ouais, ça existe, ça existe. C'est vrai qu'avec ça a perdu un peu de l'ampleur parce qu'au Cameroun, les gens lisent plus trop. Mais ça Mais existe, ça existe. tout le monde avait ça, Et hein, c'était ça, c'était 100% jeune. Et le truc de ouais, musique, là, Made, je crois, un truc comme ça, ou Mad, ou Made. ouais, le Made, il y avait aussi Entre nous jeunes, ouais. Waouh. Ouais, Ouais, c'était le ouais, concurrent ça, entre nous. Ils sont venus après, si je me le trompe pas. concurrent ouais, ils sont venus après 100% jeunes, tout à fait. Donc, ouais, il y a c'est là, mais ce n'est plus trop comme avant, quoi. Ok. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, avec les réseaux sociaux, les gens ne lisent plus trop et tout. Donc, je travaille dans l'entreprise, mais je suis très jeune parce qu'il faut dire que j'ai eu ma licence à 20 ans. 20 ans ou 19 ans par là. Donc, du coup, c'est un peu. C'est quand t'as ton bac à combien? À 15 ans, quoi? 16 ans. 16 ans, j'ai eu le bac à 16 ans. Donc, Wow. donc du coup, dans l'entreprise, je suis le plus jeune. Tu te doutes bien, à 19 ans, je suis même encore carrément mineur. Mais je gère pratiquement toute la communication de l'entreprise. C'est moi qui consolide tous les rapports de l'entreprise. Donc, parce que l'entreprise est une filiale américaine de PSI aux États-Unis. Donc, c'est moi qui envoie les rapports au top management aux États-Unis. Je n'ai que 19 ans. Je trouve ça cool, tu vois, le monde de l'emploi, machin. Mais je me sens quand même très jeune parce qu'à 19 ans, tu viens d'avoir ta licence, c'est bien, machin. Donc, je travaille pendant 1 an dans l'entreprise et puis je démissionne. Je veux continuer. J'ai fait donc le concours de l'IRIC, l'Institut des relations internationales du Cameroun. J'ai réussi le concours et là-bas, je fais marketing international. Donc, j'entre à l'IRIC en 2014. Je sors de l'IRIC en 2016. Et en 2016, après mon master, j'ai un master professionnel en relations internationales, option marketing international. Je trouve que c'est trop vague, en fait. Selon moi, je pense que c'est trop vague et je dois me spécialiser dans quelque chose. Sauf que moi, depuis ma tendre enfance, je suis très passionné par le sport. Déjà que même étant au lycée, je faisais beaucoup de chroniques sportives. Je faisais même déjà une chronique sportive dans une télévision Vision 4, dans une émission qui s'appelle Dimanche des Lions, étant au lycée. Donc, j'aimais beaucoup le sport. Donc, je me dis, il faut que je me spécialise dans le sport. Mais comment est-ce que t'as pu avoir cette opportunité-là, étant encore au lycée, de publier comme ça une chronique sur Vision 4? Bon, en fait, le présentateur de l'émission à l'époque, c'est Ernest Obama. C'est un grand frère à moi, en fait. C'est un grand frère à moi. Et quand il vient à la maison, j'étais toujours devant mon ordinateur, en train de faire des chroniques, en train de faire des trucs. Et puis, il a aimé, quoi. Il me dit, bah, ça serait cool, viens proposer ça à la télévision et tout et tout. Je suis en train de vouloir lancer une émission qui est tout et tout. Je lui dis, OK, je lui apporte des idées sur l'émission. On monte l'émission ensemble, il la présente et puis moi, je fais des chroniques. Et en gros, voilà un peu quoi. Il t'a mis entre guillemets un petit peu les pieds à l'étrier. Enfin, il t'a fait petit à petit entrer dans ce monde dans le milieu, tout à fait. Pro et tout à fait, public, en fait. Parce que là, tu es en face de plusieurs milliers de personnes qui te regardent. Ouais, c'est vrai. Et après ça, même déjà, pas attendre après Vision 4, il y a Vox Africa directement, donc je vais directement à Vox Africa. Après Vox Africa, il y a la Vox Africa, CRTV, c'était quoi que tu présentais comme émission? Alors, à Vox Africa, je faisais une chronique culturelle. La chronique s'appelait FGO, un peu comme les initiales de mon nom, Francis Longuiné, mais en fait, là, ça signifiait Fashion Glamour Original. C'était une chronique qui était essentiellement axée sur la culture et la mode, le développement de la culture et de la mode en Afrique. Donc, on allait dans les pays africains, voir comment ça se passe, quelles sont les innovations qui sont faites dans le domaine de la mode et tout et tout. Donc, j'étais vraiment beaucoup plus axé culture. Donc, du coup, quand j'ai mon master à l'IRIC, je me dis, soit je me spécialise dans la culture, soit je me spécialise dans le sport. Finalement, le sport a pris le dessus. Et donc, je décide d'aller à la CAF en Égypte. Au début, c'est difficile parce que jamais la CAF n'a pris de stagiaires. Ouais. Mais là, c'est quoi? C'est comme un MOOC en formation continue ou ça fait partie de ton diplôme de master, peut-être un deuxième master que tu faisais? C'était... Non, du tout. La CAF, c'est la confédération. Oui, je sais, mais je demande, est-ce que la CAF te prend comme stagiaire peut-être pour compléter ton... Ils me prennent en stagiaire. Oui, mais par rapport à ton diplôme, ou alors vraiment là, c'est vraiment pour entrer dans le monde, le dur de l'emploi, quoi? Non.
ils me prennent en stage. C'est même carrément, à la base, c'est un stage Ouais. académique. Donc, c'est à la base, c'est un stage académique. Donc, je fais trois mois de stage Yes. académique et 3 mois de stage de perfectionnement. Bon, le stage de perfectionnement, c'est vraiment, c'est à ce moment que je deviens véritablement un spécialiste, pardon, un spécialiste dans les questions du marketing. Et donc, j'avais jamais pris un stagiaire dans le domaine du marketing du sport. Donc, du coup, Le poste existait quand je, même, non? Il y avait des gens, des professionnels qui étaient déjà là. ouais, il y a des gens qui font marketing, mais ils n'avaient jamais pris de Ah, ok, stagiaire. d'accord. Ils ont jamais pris de stagiaire. Puis, encore un stagiaire qui vient du Cameroun, non, jamais. Puis, pourquoi tu dis Limite, pied? non, parce qu'en fait, là, tu sais, ils recrutent beaucoup plus dans le Maghreb. Ouais. Ils recrutent beaucoup plus parce que en Égypte, on se dit que c'est plus facile de recruter un Égyptien parce que le siège est en Égypte, c'est moins de mots de tête. Il peut venir au travail facilement. Tu n'as pas à gérer. Parce que généralement, pour qu'un étranger puisse travailler, généralement dans un pays, c'est plus compliqué et tout, machin. Il faut avoir des permis, machin. Je pensais que Donc, du c'était coup, par rapport aux ils prennent. compétences quand tu as Voilà. dit pied. J'ai dit, mais non, quand même, on a quand même Non, 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 on a non, des non, têtes non, dures, quoi. non, 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 au contraire, c'est pas par rapport aux compétences. Donc, moi, quand j'arrive, à la base, c'est un stage académique. C'est difficile, je t'avoue. D'ailleurs, on ne me prend même pas. Ça, c'est un truc que je raconte pas beaucoup souvent aux gens. On me prend même pas. J'écris des mails, machin. On me prend pas. Du coup, même le visa, l'ambassade veut pas me donner des visas parce qu'ils me disent, bah, on t'a pas envoyé une invitation formelle. Toi, on peut pas te donner le visa. Bon, j'écris quand même au consul. Je lui explique pourquoi je veux aller. D'ailleurs, le Cameroun doit organiser la CAN en 2019 à l'époque. Donc, du coup, ce qui se fait, c'est quoi? C'est que je me dis, il faut qu'il y ait un Camerounais qui puisse aller se spécialiser pour venir participer à l'organisation de la CAN et tout et tout. Donc finalement, le consul me donne le visa, je vais en Wow, Égypte. La CAN, le truc de malade. Mais c'est toi qui as provoqué en fait ça. Tu as utilisé les éléments que tu ouais, avais, tu t'es démerdé pour convaincre en fait le consul. tout à fait, tout J'imagine à que fait. peut-être ça à partir de ce visa que tu as pu avoir à la place, peut-être. Non, à partir de ce visa, je vais en Égypte et je n'ai pas mon stage. Donc, premier, il faut d'abord que je m'installe. Je connais personne en Égypte. Il faut que je m'installe. La ville du Caire, c'est une ville kilométrique. C'est une ville. Le Caire, c'est quoi? C'est 25 millions d'habitants. Donc, c'est le Cameroun. Je sais pas si tu Ouais, vois un juste peu une quoi. ville. Le Caire, c'est vraiment la capitale. Voilà. Donc, c'est bondé. Il faut que je m'installe. Il faut que je sois proche de la CAF parce que le lieu où je voulais m'installer au départ était très loin. C'était à un métro et 2 bus. Donc, du coup, c'était très difficile. Donc, il faut que je me rapproche, au moins que je sois un bus au moins de la CAF. J'ai réussi à trouver un logement, je m'installe, machin. Et je vais maintenant à la CAF. C'est à partir de ce moment que je vais à la CAF. Et puis, je leur dis, moi, j'ai envoyé plein de mails, j'ai envoyé tous mes diplômes, machin et tout. Vous n'avez pas répondu et tout. Mais moi, je veux faire un stage. Et on m'envoie chez le secrétaire général, il m'écoute, machin. Et il me dit, OK, il va en parler avec le président de la CAF. À l'époque, le président de la CAF, c'est un Camerounais, Issa Et ça y est, Yatou. tout, ouais. Il en parle, voilà. Et puis, Issa Yatou valide, on me fait le mail. Et puis, voilà, on me donne tout un bureau, machin, Wow. truc. C'est vraiment classe, quoi. Je te promets, frère, très, très, très classe, machin et tout. Voilà comment je commence mon stage. Et puis, je participe à une batterie de formations. Donc, toutes les formations qu'il y a là-bas, les formations en management, en marketing. Également, je fréquente également l'université du Caire où ils ont des modules de formation en marketing du sport et en management du sport. Donc, je me construis en fait. Et puis après, moi, la CAF décide de me retenir. Je dis non, je peux pas rester parce que moi, j'aime mon pays, je dois rentrer parce que je dois organiser la CAN, machin et tout. On me dit, OK, tiens, il n'y a pas de souci. Voilà comment je reviens au Cameroun. Et quand je reviens avec, avec des recommandations de la CAF qui écrit au ministre pour dire, OK, voilà un de nos éléments que nous avons formé et tout et tout. J'arrive au ministère, on me raconte tout un tas d'histoires. Le secrétaire général du ministère me dit non, en fait, au Cameroun, c'est machin, tes trucs là, on comprend pas ça. Et en plus, Je sais pas pourquoi ça me surprend pas. et on me dit non, la présidente de la République déjà fait la liste de ceux qui vont faire partie du comité d'organisation, machin. Dans tout un tas d'histoires. Ils m'envoient auprès de la Ligue de football professionnel. J'arrive là-bas, ils comprennent rien. On m'envoie à la NAFoot, à l'Académie nationale de football. Là-bas, ils comprennent rien du tout. Et c'est comme ça que me vient l'idée de créer une agence. Parce qu'en fait, de créer moi, ma propre entreprise, je me dis, Que vous me ça donnez sert pas, à alors rien je de vais créer, travailler. quoi. Ouais, super. C'est moi, je me dis, ça sert à rien de travailler pour le gouvernement si eux, ils comprennent même pas ce que tu fais. Donc, je décide donc de créer mon agence et progressivement, on organise de petits événements sportifs, ça et là.
on essaye de se faire connaître, de passer dans les télévisions pour essayer de faire grandir la notoriété. Donc, Tu rappelles le nom de ton agence, comment ça s'appelle déjà? C'est Homco, Homco, H-O-M-C-O, Homco Sport Entertainment. Ça existe toujours, non? Oui. Ouais, bien sûr, ça existe toujours. Ok, comme ça. Donc, je pense qu'il doit avoir un site internet, comme ça, on va mettre ça dans la description de l'épisode. C'est vrai que le site internet, actuellement, on est en train de le reconstruire. Par contre, il y a tous les réseaux sociaux, il y a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, machin. Donc, on est assez présent, surtout sur les réseaux sociaux. Le site, on est en train de le reconstruire parce qu'il y a quelques aménagements à faire. Donc, en gros, tu peux nous parler un petit peu de cette agence-là, d'agence marketing dans la niche du sport. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi une agence? Est-ce que vous sponsorisez est-ce que vous managez comme ça des joueurs ou des sportifs? C'est quoi le but de cette agence? C'est quoi ta proposition de valeur? Alors, il y a deux volets. Il y a le volet sportif, il y a le volet management, et puis tu as le volet marketing. Dans le volet management, on a quatre champs d'intervention. Le premier champ d'intervention, c'est le management des carrières. C'est-à-dire, tu es un sportif, tu es Samuel Eto'o, tu es un bon joueur, tu veux qu'on Bon, pas que. Quand tu dis Samuel Eto'o, c'est le high level. Si tu es aussi moyen, mais que tu penses à pouvoir. Après, tu peux même être un sportif moyen, mais tu sais, aujourd'hui, dans le sport, il y a plein de données qui rentrent en jeu, tu vois. Donc, notamment, tu as des données, tu as des agences, tu as des sportifs qui sont pas de très grands footballeurs, mais qui ont une belle gueule. Tu vois, comme David Beckham, machin, tu n'es pas un bon footballeur, mais tu as une belle gueule. Excuse-moi, Gislain, n'exagérons pas non plus, on est en train de parler de Beckham, on n'est pas en train de parler on parle de Beckham. Sérieux, non, quand je parle de Beckham, c'est genre pour dire quand même Beckham à côté d'un Cristiano Ronaldo, d'un Lionel Messi. Ce n'est pas celui qui aura marqué le plus grand nombre de buts de l'histoire du football. Mais en fait, jusqu'aujourd'hui, il réussit à vendre son image parce que belle gueule, beau marketing autour de ça. Bref, tu as donc ce volet-là, management des carrières. Le deuxième volet, c'est le management des organisations sportives. C'est-à-dire que tu es une organisation sportive, je sais pas, la FICA Foot, la FICA machin chouette, et tu veux qu'on t'accompagne dans des stratégies de marketing, de management autant pour moi, des stratégies de management. On forme ton personnel, on met sur pied des mécanismes pour que tu sois beaucoup plus rentable et beaucoup plus efficace. Il y a cela. Ensuite, tu as le management événementiel. Yes. C'est-à-dire que tu vas organiser un événement. J'ai parlé tout à l'heure du cas de Yafé Sport Experience. Tu vas organiser un événement. Nous, on t'apporte l'expertise sportive. C'est-à-dire que voilà comment on organise un événement sportif. Et puis, tu as enfin le management des équipements sportifs. Là également, ce qu'on appelle le kit management, c'est une nouvelle dimension qui a beaucoup plus pignon sur rue en Europe. Donc, comment on conçoit les équipements sportifs, les kits sportifs, comment est-ce qu'on travaille avec les marques. Vous avez même justement co-construit aussi les maillots de l'équipe. Moi, je savais même pas quoi on jouait du rugby au Cameroun. C'est toi qui ouais, moi je savais pas. Et je pense tu m'as dit en off que vous avez co-construit ce qui va être ça va être lancé. Je pense que c'est demain. Ouais, demain, c'est demain. Oui, demain à Douala. Donc il y a le lancement officiel du kit complet de l'équipe nationale de rugby. Donc ça également, c'est l'une de nos forces. C'est de pouvoir accompagner également les autres. Mais là, c'est quoi? C'est le design? Vous entrez vraiment dans le design du truc? Ou est-ce que le logo de tête doit être floqué? Est-ce que peut-être le sponsor va être floqué là? Tout. On fait tout. On fait le design, on fait la conception, on fait la production. Là, généralement, on produit soit en Italie lorsque nos sponsors sont italiens. Les maillots des supporters, on les produit en Thaïlande ou en Chine. Les maillots de compétition, on les produit donc soit en Italie, soit en Bulgarie. Donc, c'est toute une chaîne. C'est ce qu'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est pas mal le parallèle. Non, c'est pas la blockchain. Dans la logistique, c'est la chaîne logistique, voilà. Les Anglais, ils ont une façon d'appeler ça en anglais, mais en français, on parle de la chaîne logistique. Donc, mais ça sent le gars qui a un petit peu mis quelques billets dans le Bitcoin, là. Blockchain, là. Le lapsus, là, c'est pas un hasard. Ok. Donc, c'est quoi? C'est une team de combien de personnes aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, c'est une team de 5 personnes fixes. Ouais. Et puis, maintenant, on travaille avec des bénévoles et des pigistes en fonction de la demande. Par exemple, on a organisé la phase play-off du championnat national de football récemment de la saison dernière.
on a travaillé, on est 5 stratèges qui avons travaillé sur le truc, mais on a travaillé avec près de 250 jeunes bénévoles qu'on a managé pendant tout le tournoi, quoi. Ça a été une grosse réussite ici au Cameroun. Les stades n'avaient pas été remplis depuis pas mal d'années. Les stades étaient pleins, les télévisions, machin. C'était vraiment quelque chose d'assez énorme. C'était la première fois qu'on confiait justement l'organisation à une agence. Et ça a été quelque chose d'assez incroyable. Malheureusement, après, il y a eu des problèmes dans le foot, entre la FECAFOOT et la Ligue de football qui a été suspendue. Bref, finalement, on nous a retiré le contrat. Et donc, la FECAFOOT a repris l'organisation et c'est redevenu bancal comme d'habitude. Donc, drôle, mais bon, c'est la triste réalité. Et comment est-ce que tu réussis à monter une telle agence? Parce que au départ, tu n'as pas forcément, entre guillemets, un esprit entrepreneur, quoi. Tu es plus en mode intrapreneur, j'ai envie de dire. C'est-à-dire quelqu'un qui prend les choses en main mais au sein d'une grosse structure. Et qu'est-ce qui... Déjà, est-ce que dès le départ, tu réussis à signer... Comment tu réussis à rapidement signer tes premiers contrats? Est-ce que tu te souviens de tes premiers clients? Ouais, mais mon premier client dans le domaine du sport, attends, qui me donne vraiment l'argent, parce qu'en fait, je vais te dire un truc. À la base, tu n'as pas des clients qui te donnent l'argent. C'est ça la stratégie. Tu vois, c'est de montrer ton savoir-faire. Aujourd'hui, on a un savoir-faire qui fait en sorte que quelqu'un peut mettre de l'argent. D'ailleurs, par exemple, on nous a appelé dernièrement au ministère de la Défense. Faire ses preuves. Voilà, tout à fait, pour organiser la Coupe du Monde militaire ici au Cameroun. Mais on fait ça quand on voit que tu as déjà eu un vécu. Mais ce vécu-là, pour le bâtir, c'est gratuit. Pour faire simple, ça veut dire qu'on ne te paye pas en fait. Tu veux juste montrer aux gens que tu sais le faire. Donc, mon premier client, c'était la fédération camerounaise d'athlétisme qui voulait organiser le marathon international de Yaoundé. En gros, voilà, on a travaillé sur le marathon international. Non. Mon premier client, c'est Martin Camus Mime, Radio RSI. Il a créé les RSI Awards, la nuit du sport, et donc qui primait les meilleurs sportifs camerounais. Donc, on a travaillé sur toute la stratégie de marketing digital autour de l'événement. Ça a été quelque chose de malade. J'étais même encore en Égypte, donc je commence la stratégie. Je commence la stratégie quand je suis en Égypte. Quand j'arrive au Cameroun. Et qu'on met sur pied l'agence, directement on implémente. Ça a été quelque chose de... Ça veut dire de base, quand tu étais en Égypte, c'était déjà un projet, mais disons peut-être un projet passion. Et le fait que tu te sois confronté au fait que les membres du gouvernement ne te... Ouais, tu dis, bah, autant mieux me mettre à fond sur ce truc-là. C'est clair. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a organisé cette soirée-là, c'était au Hilton, c'était quelque chose de malade. On ne nous a pas payé, mais je te promets, ça a été le plus gros salaire de ma vie, quoi. Parce que tu sais, tu n'as pas été payé pour faire un travail. J'avais mis sur pied une équipe de 10 personnes. C'était un peu comme des soldats, donc je mettais sur pied la stratégie. On a travaillé avec un graphiste qui mettait sur pied tout ce qui était conception graphique et tout machin. Et puis, quand on disait, OK, on se donne rendez-vous à 18h sur les réseaux sociaux. À 18h, quand tu te connais sur Twitter, ta timeline ne parle que de l'événement. Ça ne parle de rien d'autre que de l'événement. C'est-à-dire, on s'est arrangé à faire ce qu'on appelle la colonisation de la timeline. Et ça a été un truc d'énorme, parce que justement, c'est sur cela, en fait, que j'ai basé l'essentiel du business model de ma boîte, quoi. C'est-à-dire que... Ouais, tu avais déjà un track record, tu pouvais montrer concrètement ce que tu avais déjà fait ailleurs. Ouais, clair. Et notamment négocier peut-être déjà une première paye pour les prochains clients et après des payes beaucoup plus décentes, quoi. Ouais, après... vraiment, bravo. Moi, je suis impressionné. Hein. Ouais, merci beaucoup, Frangin. Après, tu as plein d'autres trucs qui sont venus par la suite. Aujourd'hui, quand même, il y a une grosse expérience sur le plan local, bien sûr. Il y a une grosse expérience sur le plan local. On a fait dernièrement les playoffs, comme j'ai dit, on a fait un rapport de près de 50 pages qui a tourné pratiquement partout, qui allait jusqu'à la FIFA. On a eu pas mal de félicitations qui sont venues de là, qui ont trouvé que ce qu'on avait fait pendant la période était juste quelque chose d'énorme. Donc moi, ouais, je pense qu'il y a un truc, tu vois. L'avantage avec le marché au Cameroun, c'est qu'il est en friche. Tu vois, Ouais. Je m'amuse souvent à dire à mes étudiants que si jamais tu
tu veux créer une application qui permet de décapsuler une bouteille de bière. Si tu tapes ça sur, Il faut quand même être barré dans sa tête pour arriver jusqu'à ce niveau-là. Mais sauf que si tu tapes sur Google, on va te dire, ouais, il y a tel qui a déjà essayé aux États-Unis, il y a tel qui a essayé en Australie, il y a tel qui a essayé dans tel autre pays d'Occident. Mais au Cameroun, en Afrique, rien à foutre. Ça n'existe pas, tu vois. Et c'est pour ça que des gens qui fabriquent des drones au Cameroun sont vus comme des dieux, en fait. Ça passe plus tard ailleurs. Fabriquer un drone pour un Chinois, ça prend même pas une semaine, quoi. Fabriquer un drone pour un Japonais, c'est rien. Aux États-Unis, des drones, tu fais un drone en quelques... Or, chez nous, au Cameroun, fabriquer un drone, c'est quelque chose d'incroyable. Parce que le marché est en friche. Et il faut pouvoir profiter de cette friche-là. On a toute une industrie à bâtir. Avant que ça ne sature, il y a tellement de choses. Ouais. Donc, du coup, nous, on veut se considérer un peu comme des pionniers. Et c'est pour cela que j'ai été très marqué par le fait qu'aujourd'hui, j'enseigne des étudiants de master de l'école qui m'a formé, tu vois. Ça veut dire, d'où tu donnes les cours, comment ça s'appelle? C'est l'ESTIC? Ouais, l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, ESTIC. Mais pour justement, ça tombe bien que tu parles de ça. Comment tu tombes là? Je veux dire, ces gens, quand tu reviens, tu as encore des contacts là-bas, ils te proposent peut-être de libérer 2-3 heures par semaine. Rien de ça, frère. Rien de tout ça. Quand moi j'arrive je rentre en 2017 par là, oui. Et en 2018, voilà, je fais une conférence. Il y a des étudiants de publicité à l'ESTIC qui m'invitent pour une conférence sur le marketing. Ils s'intéressent au marketing du sport. Donc j'arrive, je fais une conférence devant mes anciens professeurs, devant un parterre de médias et tout. La conférence est vraiment très bien. Tout le monde apprécie, les gens apprennent beaucoup de choses. Et ça passionne pas mal parce que je me souviens après, il y a plein d'étudiants qui sont venus me voir pour me dire, moi, c'est dans ça que je veux faire désormais dans ma vie. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. J'ai été particulièrement motivé par ça. Et après ça, j'enchaîne pas mal de conférences. Je donne des conférences à l'Université catholique d'Afrique centrale, à Subdeco, dans pas mal à l'IRIC même d'ailleurs. L'IRIC qui est la deuxième, l'école où j'ai mon master. C'est quand même, c'est la référence, non? Oui, c'est la référence. En termes de journalisme. Bon, même si c'est pas exactement ce que tu as fait. L'IRIC, c'est la diplomatie. L'IRIC, c'est les relations internationales. Ah non, c'est quoi le truc pour le truc de journalisme? C'est l'ESTIC, oui. L'ESTIC, c'est la référence. L'ESTIC plutôt, ok, ouais. C'est là-bas, à l'ESTIC, que je donne ma première conférence, justement, sur le marketing du sport. Et donc, tu vois, au fur et à mesure, tu enchaînes les conférences comme ça, et les gens sont intéressés. Moi, je sais même pas. Je passe à la télévision de temps en temps, donc je me dis ça peut jouer. Donc un jour, moi, je suis comme ça et tout. Et puis j'ai une amie qui fait master à l'ESTIC qui m'écrit, qui me dit bon, tu fais quoi dans notre fiche de cours? Je lui dis non, moi je suis même pas dans votre fiche de cours. Moi, je peux pas faire un master à l'ESTIC. Déjà, j'ai pas assez de temps. Elle me dit non, pas master et tout. On t'a mis comme enseignant. Je dis non, c'est une blague. Et je lui dis, OK, passe-moi le numéro du coordonnateur des masters de l'ESTIC. Mais c'est une grosse... Tu es en train de blaguer, là. Non, comment est-ce que tu es professeur sans être au courant que tu as signé un contrat pour être pro? Frère, je suis pas au courant. Pas du tout. C'est-à-dire que je suis là, je reçois le SMS. Au début, je me dis quelle blague. Parce que après, je l'appelle même et elle ne décroche pas. Je lui laisse plein de messages, elle ne réagit pas et je me dis non, c'était une blague, c'est pas grave. C'est le lendemain qu'elle filme la fiche et elle m'envoie. Effectivement, c'est signé par le directeur, machin et tout. C'est pas blague, c'est pas vrai. Et là, je contacte le coordonnateur qui est mon ancien professeur. Et bon, et là, je me mets à parler comme si je savais pas, comme si de rien n'était. Je lui dis voilà, comment vous allez, ça fait un moment et tout, machin. Et puis là, il me balance, il me dit ah, justement, je t'ai proposé pour être professeur. Je dis ouais, il faut être enseignant. Et là, je fais, waouh, je n'en reviens pas. Je lui demande, est-ce qu'il y a un truc à signer, machin. Il me dit, non. Juste le cahier de texte, voilà, quelques modalités que tu as remplies, machin et tout. Et puis, tu commences à donner cours. Je lui demande, OK, est-ce que la méthodologie vient du gouvernement ou alors est-ce que c'est moi qui fais ma méthodologie? Il me dit, OK, on t'a fait confiance et on sait que tu peux mettre sur pied une méthodologie, une pédagogie. Je mets sur pied la méthodologie, je mets sur pied la pédagogie, je conçois le cours. Il valide. Ah, tu crées, donc tu ne parles même pas de... Est-ce que c'était une matière qui était déjà le marketing? Non, jamais ça. C'est la première. C'est toi qui viens, c'est toi qui tu crées en fait, quand tu crées ce machin. C'est la première fois. Parce que même à l'INJ. Ouais, c'est incroyable. Même à l'INJS, qui est l'Institut National de la Jeunesse et des Sports, il y a pas une filière marketing du sport, ça n'existe pas. Et donc, du coup,
je crée donc, et là, je commence à donner cours. Au début, C'est incroyable ça. pour les étudiants, tu te rends compte, en Master 2, généralement, les étudiants sont les travailleurs. C'est des dames, c'est des messieurs qui travaillent dans des entreprises et qui reviennent Ils ont déjà roulé leur boss, quoi. Ce sont des... Un peu comme toi, puisque mine de rien, toi, tu as déjà un bagage derrière, même si tu es jeune, mais tu as fait des choses, tu as fait tes preuves. Et justement, c'est ça le truc, tu vois. Quand tu vois un jeune prof, tu vois ton prof à 26 ans, il débarque comme ça et tout. À la limite, tu vois, le premier réflexe, c'est même pas de te dire que c'est ton camarade, parce que tu sais que généralement, tes camarades, c'est des personnes qui sont quand même assez âgées. Et là, tu arrives, tu poses ton sac, tu prends la craie et tu dis, OK, on commence le coup. Tu vois, les gens, ils n'en reviennent pas, quoi. Ces gens, ils n'en reviennent pas. Ils n'en reviennent pas. Mais après, mais après, quand tu commences à expliquer, ils comprennent que non, tu as des années-lumière quand même, et tu as une certaine maîtrise du truc. Donc, en gros, voilà un peu. Au début, c'est un peu. Mais sinon, tu signes quand même un contrat à un moment, parce que là, tu as demandé avant, je ne dois pas signer un contrat, on t'a dit non, pas besoin. Tu signes bien quand même un contrat plus tard, rassure-moi, s'il te plaît. Avec l'établissement? Ouais, bien sûr. Bien sûr que tu signes. C'est la base, c'est clair. Donc, et puis voilà, jusqu'aujourd'hui, ça se passe super bien. Maintenant, pour moi, l'objectif, c'est de pouvoir, dès l'année 2020, me concentrer véritablement dessus, parce que je vais pas te mentir, Frangin, sur les cours et les conférences, non pas seulement au Cameroun, mais essayer d'ouvrir ça sur la... Ça te prend combien de temps? Parce que j'essaie de regarder, de faire le parallèle avec le fait, parce que tu l'as un peu dit rapidement en début d'émission, tu interviens aussi dans des émissions radio, tu interviens en télé encore aujourd'hui, je pense, si je ne m'abuse. Ouais. Et ton agence, les cours que tu donnes, je ne sais pas combien d'heures tu donnes de cours par semaine, mais le fait que ce soit un nouveau truc, j'imagine ça va te prendre assez de temps quand même d'aller préparer déjà ces cours-là et en plus d'aller comme ça d'aller donner ces cours-là. Bon, déjà, c'est beaucoup plus une question de planif, en fait. Mais l'avantage quand même de donner les cours en master, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que je risque de continuer dans n'importe quel établissement qui va me proposer. Tu vas pas redescendre parce que peut-être les plages sont plus lâches. Oui, voilà. En fait, ils ont un système qui te permet, en fait, on te dit, OK, tu as une semaine, on te donne un volume horaire peut-être de 20-25 heures, et on te dit, tu as une semaine pour en finir. Et là, le deuxième avantage, c'est que les cours, généralement, sont en nocturne. Donc, 16h-20h, pardon. Ouais. Donc, 16h-20h. En journée, tu as le temps de faire autre chose. Voilà, en journée, tu as le temps de faire tout ce que tu veux faire. Et puis, on te dit, OK, tu as une semaine pour boucler ton volume horaire. Tu es le seul enseignant pendant la période. Donc, dès que tu as bouclé, tu évalues les étudiants, tu les évalues, tu fais un truc, tu leur donnes quelques exercices là et tout, tu les évalues encore pour le CC, puis tu envoies les notes, tu signes et puis c'était bon. Donc, il y a cet avantage-là, en fait, que m'offre aujourd'hui ce cours-là. C'est-à-dire que dès que j'ai bouclé mon volume, ouais, une semaine, j'ai bouclé avec et puis je passe à autre chose. Donc, c'est ça le premier avantage. Comme j'ai dit, le deuxième avantage, les cours sont en nocturne. Et donc, en journée, j'ai quand même assez de temps pour pouvoir m'occuper de tout ce qui est agence. Mais je vais t'avouer quand même que ça, c'est vraiment une exclusivité que je vais donner sur ton podcast. C'est qu'en 2020, je suis vraiment dans une optique de vouloir mettre une pause sur l'agence, parce que c'est magnifique ce qu'on fait, c'est génial ce qu'on réussit à faire. Mais je pense qu'il faudrait, l'observation que je fais, c'est qu'il faudrait qu'on mature davantage le marché. La formation telle que je la fais aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable, parce que ça permet de développer tu appelles ça comment, des vocations en certains jeunes. Voilà, des skills d'abord, mais beaucoup plus des vocations en certains jeunes qui te disent, je savais même pas en master, un jeune te dit, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, mais je me dis que le marketing du sport, c'est ce que je vais faire désormais, tu vois. Et je me dis, il faut maturer le marché. Nous sommes dans un marché qui n'est pas assez maturé, et donc du coup, tu peux avoir des marchés. On a des marchés, on gagne parfois des marchés événementiels et tout, mais ça te rapporte pas grand-chose. Tu vois, sur les playoffs, par exemple, nous sommes sur une dépense de près de 36 millions de francs CFA qu'on a brûlé. Et jusqu'aujourd'hui, à cause des problèmes qu'il y a dans le football, nous n'a pas encore remboursé cet argent-là. Et pourtant, l'événement a réussi. C'est l'un des plus beaux événements jamais organisés au Cameroun en matière de sport. Des événements comme cela, j'en fais des tonnes et des tonnes. Mais ce que ça te rapporte, contrairement à ce que tu as comme charge, c'est énorme. Donc, je me dis, si je prends ce temps, si je prends 2020, uniquement l'année 2020, pour mettre une pause sur l'agence et maturer davantage le marché, ça fait en sorte que lorsque je reviens, j'ai un marché plus mature, et ça me permet véritablement de pouvoir
vendre cela à travers l'Afrique. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai donc créé l'émission Sport Business Africa, parce que je veux pouvoir inciter à créer un véritable écosystème sur l'Afrique francophone et sur la francophonie. C'est diffusé où l'émission? L'émission est diffusée sur une chaîne ici au Cameroun qui s'appelle HTV. Bientôt, ça sera diffusé sur Vox Africa. Et c'est également diffusé en streaming. Sur YouTube, tu tapes simplement Sur YouTube, j'imagine, ouais, bien sûr. Sport Business Africa. C'est une émission où on est vraiment sur du lourd. On a des correspondants presque partout dans le monde, au Sénégal, aux États-Unis. J'ai eu l'occasion de voir une émission une fois. Je pense que vous avez fait intervenir une sorte de préparateur psychologique ou psychique qui était soit en Angleterre, je sais plus quelle ville. Manchester. Ouais, et c'était plutôt intéressant. Il parlait un petit peu de cette partie psychanalytique. On ne fait pas souvent trop attention. On se dit tout sur la partie, tu dois être physique, tout ça. Il parlait un petit peu de l'état d'esprit, de comment est-ce que il met les joueurs dans certaines. En fait, c'est un boulot à part, quoi. C'est un métier que je ne connaissais même pas jusqu'à ce que je tombe sur cette émission-là. Donc, c'est plutôt intéressant, quoi. Parce qu'on parle beaucoup de soigner le physique, mais on ne parle pas de soigner aussi l'esprit. L'esprit, voilà, tout à fait. Et c'est ça, en fait, le truc. Donc, on a des émissions comme ça, on fait intervenir un peu les directeurs généraux des grandes firmes d'audiovisuel, des grandes films du sport. On essaie véritablement de toucher le marché et pour montrer aux Africains ce vers quoi le marché est en train d'aller. C'est la raison pour laquelle l'émission aujourd'hui, on l'a créée. Et donc, je me dis, en 2020, il y a cela que je compte faire. Et puis, il y a également un MBA que je compte boucler en fin d'année 2020 à Port-Elizabeth en Afrique du Sud. Un MBA FIFA sur le management international du sport qui va me permettre d'avoir un champ d'action beaucoup plus vaste. Parce qu'en fait, mon niveau de formation aujourd'hui est beaucoup plus axé sur le plan continental. Ça veut dire que ce que je peux avoir comme interaction, comme impact aujourd'hui, c'est beaucoup plus sur le continent africain. Or, je me dis quand même qu'il y a des niches qu'on peut trouver notamment dans d'autres continents, en Asie, aujourd'hui avec le golfe de Guinée le golfe Persique, autant pour moi. Le golfe Persique, ouais, entre l'Arabie pays, Saoudite, les Émirats arabes, ouais, Dubaï, le Qatar. D'ailleurs, en vue de la Coupe du Monde 2022, il faudrait déjà comprendre comment ça fonctionne. D'ailleurs, c'est un chapitre que je donne à mes étudiants, notamment la géostratégie du golfe Persique, la géostratégie sportive du golfe Persique. Donc, je veux pouvoir avoir ce MBA-là pour pouvoir avoir un impact beaucoup plus international, notamment, et généralement, c'est un MBA qui est signé par la FIFA. Donc, je me dis, si je mets la pause en 2020... C'est aussi une porte d'ouverture quand même à un laisser-passer pour des sphères un petit peu plus fermées, quoi. Ça me permettra justement d'aller vendre le marché africain dans le monde, de revenir avec des investisseurs, de revenir à des investisseurs capables d'investir aujourd'hui sur le football en Afrique. Parce qu'en fait, tu sais, et je suis sur un projet pilote justement qui me permettra de corroborer ça, parce qu'en fait, il y a un club qui s'appelle Ofta de Kribi. C'est un club de la cité balnéaire de Kribi. Kribi qui est une ville portuaire, une des villes... Deuxième division, non? Je pense que tu avais déjà fait un post par rapport à ça. Ils ont un joli maillot, en plus. Ouais, voilà, tout à fait. Je crois qu'ils ont un maillot bleu, ciel, blanc. Blanc, voilà, tout à fait. Ils évoluent en deuxième division. Et avec eux, on a décidé de bâtir un truc. D'ailleurs, tu as parlé tout à l'heure du préparateur psychologique. Avec lui, on est également sur le projet. On a essayé de réunir vraiment toutes les grosses compétences que nous avons généralement dans notre écosystème, aussi même au niveau de l'émission, les compétences juridiques, les compétences en marketing, les compétences en management, en psychologie. Et on a décidé de les appliquer dans un club et de voir ce que ça peut produire comme résultat. C'est ce résultat qui va nous servir de projet pilote pour aller vendre maintenant le marché africain ailleurs, et leur dit, vous pouvez venir, par exemple, avec des clubs. On a signé dernièrement un partenariat avec l'Académie de Manchester United. Donc, l'idée, en fait, étant de pouvoir que les formateurs de Manchester United viennent instaurer ce qu'ils appellent le DNA, l'ADN du football anglais au sein du club. Voilà. Et maintenant, cette ADN-là, nous allons la perpétrer. Et ce qui fait en sorte que lorsqu'un joueur sort, il faudrait qu'il passe absolument par le club, par Ofta de Kribi pour aller à l'étranger, parce qu'il va pouvoir bénéficier de cet ADN-là. Et ce qui fait en sorte que lorsque tu as l'ADN du football anglais, facilement, tu peux jouer dans les clubs anglais. Ça va permettre au football africain d'améliorer la formation à la base, d'améliorer
un certain nombre de choses, de financer, parce qu'on a l'ambition de construire un grand stade de 30 000 places justement dans la ville de Kribi, une académie géante également dans la ville de Kribi. Ça tombe En bien. Indé ou c'est un truc avec le gouvernement? C'est indépendant? un indé, c'est un indé, c'est un indé.